Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de blockchain qui commence à arriver à saturation. Je vais vous parler de Solana, de Starknet. On va aussi parler de AAV, une news très importante concernant AAV. Je vais vous parler de FTX et de Solana. On va parler de la SEC et des ETF Spot Ether avec une analyse de JP Morgan sur le sujet et plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, un Bitcoin qui se rapproche de 70 000 $ aujourd'hui, plus 2,41%, un Ether à 3 400 $, plus 1,88%, Dogecoin en forte hausse, on parle de 8%, et globalement, le marché est en hausse aujourd'hui d'environ 2%. Alors, on a eu une information il y a quelques jours, c'est arrivé vendredi me semble, sur les emplois, sur le marché de l'emploi aux États-Unis, qui est vraiment au top. Il fonctionne beaucoup mieux que prévu, ça recrute beaucoup. Il y a eu 300 000 emplois de plus aux États-Unis. Et ça, en fait, ça inquiète. Ça inquiète les marchés boursiers, les marchés crypto, parce qu'on constate qu'il n'y a pas de ralentissement du marché de l'emploi. Le chômage a encore diminué. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont recrutées. Et du coup, ça montre qu'il y a un marché du travail qui est encore tendu. Et du coup, c'est pas les signes qu'attendait la Fed, la Réserve fédérale américaine, pour faire baisser les taux directeurs. Potentiellement, on devrait rester avec des taux directeurs assez élevés. Et c'est quelque chose que les marchés espéraient... on espérait un retournement sur l'année 2024, d'avoir une baisse des taux directeurs pour pouvoir avoir une relance des actifs risqués tels que le Bitcoin, les cryptos, les actions aussi. C'est quelque chose qui était très attendu. Mais bon, on a connu un plus haut historique du Bitcoin sans la hausse des taux. Donc imaginez ce que ça va donner quand on aura... Sans la baisse des taux plutôt. Donc imaginez ce que ça va donner quand on aura cette baisse des taux, je l'espère, d'ici la fin de l'année. Sinon, ça sera du coup pour 2025. Ensuite, je voulais vous parler de Solana. Solana est en train de saturer. Il y a énormément de transactions sur le réseau et surtout énormément de transactions échouées. Le nombre exact, il n'est pas clair, mais je pense que si vous utilisez Solana, vous avez dû constater ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'indiquer si c'est le cas en commentaire. Si vous avez vu des échecs ou l'incapacité d'envoyer des transactions sur le réseau Solana, il faut réessayer plusieurs fois. N'hésitez pas à me dire si vous avez constaté cela ces derniers jours. En tout cas, on a plusieurs analyses qui indiquent qu'on aurait 75% des transactions Solana qui seraient en échec. Alors, beaucoup de ces transactions seraient aussi des bots qui essayent de faire passer des transactions. Et en fait, plus on envoie de transactions, plus on a de chances que ça passe. Donc, les bots, ça leur coûte pas grand chose d'envoyer plusieurs fois la même transaction. Les utilisateurs lambda, il faut cliquer, etc. Et du coup, il y a plus de transactions de bots, mais ça impacte vraiment tous les utilisateurs. Alors, ils sont en train de travailler pour résoudre cette solution. On a Anatoly, le patron de Solana, qui a dit qu'ils sont en train de résoudre le problème, mais les problèmes liés à la congestion, c'est-à-dire à une trop grande capacité, trop grand nombre de personnes qui essaient de se connecter en même temps et qui essaient de réaliser des transactions en même temps, c'est beaucoup plus dur que de résoudre des problèmes liés à la blockchain qui est KO du jour au lendemain, comme on a pu le voir au cours des 2 dernières années pour Solana. Ça, c'est assez facile, ils corrigent le bug, ils font une mise à jour globale de tout le réseau et c'est fini. Les problèmes comme ça de réseau, de congestion, c'est beaucoup plus compliqué, il faut tout tester de bout en bout, et là, ils ont plus de mal, et du coup, faire sortir un patch rapidement, c'est impossible. Et il le dit, shipping fast is impossible. Donc, il va y avoir une correction, mais quand, je ne sais pas. Ça peut être un changement beaucoup plus important que prévu, qui doit être testé vraiment de manière plus importante. Donc, on attend de voir quand est-ce que ça va arriver, et c'est une mauvaise nouvelle pour moi sur Solana, sur l'aspect technique de Solana. On pensait que ça allait mieux. Et là, on est en train de voir une nouvelle classe de problèmes, une nouvelle classe de bugs. Il y a une autre blockchain qui a été, elle, cette fois complètement à l'arrêt, qui n'a pas vraiment fonctionné du tout, c'est Starknet. Starknet, pendant 4 heures, le 5 avril aussi, on a eu un bug et du coup, ça a arrêté de marcher. Il y a eu un problème technique, concrètement. Ils ont dit, oui, on a eu un problème d'arrondi qui a causé une réorganisation des blocs et il y a eu un très gros backlog. Du coup, beaucoup de transactions qui devaient passer, qui ont mis du temps à passer et ça a causé cette saturation du réseau de Starknet. Starknet, c'est une solution de niveau 2 sur Ethereum. Ils ont lancé leur token dernièrement. Et on est encore une fois en train de voir des problèmes sur les solutions de niveau 2 qui sont, on le sait, plus centralisées, même beaucoup plus centralisées que le réseau Ethereum standard. Ils ont comme vision de se décentraliser par la suite, mais on n'est pas du tout encore là. Les histoires de séquenceurs décentralisés, c'est à l'étude, mais ni Optimism ni Arbitrum n'ont mis en place ça, ni semblent pressés de mettre en place ça. Il y a clairement d'autres choses qui sont en train de privilégier. Donc bon, là on est en train de voir que sur l'aspect technique, ça reste vraiment assez tendu et qu'on ne peut pas empêcher les équipes d'avoir les droits pour le moment de modifier toute la blockchain à n'importe quel moment parce qu'il y a souvent des bugs et ils ont besoin de corriger ces bugs. C'est ce qu'on a vu avec Polygon ZKVM aussi, il y a eu un bug pendant
beaucoup de temps et ils ont dû mettre à jour tout le système. Et du coup, tant qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'on va garder aussi ce caractère centralisé des équipes qui peuvent mettre à jour, qui peuvent corriger ces solutions de niveau 2. Là, dans certains cas, dans ces cas-là, c'est pour corriger les bugs. Mais imaginons le scénario vraiment du pire. Ils pourraient voler les fonds qu'il y a sur cette blockchain, qu'il y a sur ces blockchains, ou là où il y a un multisig qui a les droits vraiment de tout faire sur cette blockchain-là. Donc pour l'instant, gardez en tête que ces solutions de niveau 2 sont quand même centralisées et que la vision, c'est que ça soit décentralisé, mais on n'y est pas du tout encore. Ensuite, on va parler d'AAV. AAV avec Mark Zeller qui est à la tête de l'AAV Chain Initiative, une sorte de regroupement pour gérer un certain nombre de choses autour de la gouvernance d'AAV et de proposer plein de choses pour la communauté. Il vient de teaser qu'il devrait y avoir un premier vote pour l'activation du fee switch la semaine prochaine sur AAV. Le fee switch, c'est quoi? C'est l'activation du partage de revenus générés par AAV avec les stakers du token AAV. Donc ça, c'est important, c'est un narratif qu'on commence à voir de plus en plus, on l'a vu avec Uniswap, ça devrait être activé très bien, enfin, au cours des prochains mois, le fee switch sur Uniswap. Il y a Frax aussi qui a voté pour activer le fee switch, donc c'est en train d'être lancé, ce partage de revenus avec les détenteurs du token, c'est un élément essentiel. Jusqu'à maintenant, pas mal de projets avaient peur d'être considérés comme des securities ou autres s'ils faisaient ce type de choses, mais là on commence à voir beaucoup plus de projets qui se lancent dans ce type d'activation, et je trouve ça très bien parce que ça crée une réelle utilité en fait pour le token. Il y a un partage de revenus et du coup on peut commencer à valoriser le token assez simplement, comme les actions en bourse avec les revenus par rapport au prix. Et du coup je trouve que c'est vraiment très intéressant et ça serait bien qu'AAV active cela prochainement. Il génère beaucoup d'argent, AAV, on parle de 60 millions de dollars par an en termes de profit vraiment net, et ça représente quasiment 5 ans de coûts opérationnels pour eux. Donc en un an, ils arrivent à générer 5 ans de quoi faire tenir AAV pendant 5 ans. Il y a plein de prestataires de services différents qui payent pour maintenir la chaîne au niveau, pour faire du développement, pour gérer les risques. Et tout ça, ça leur coûte 12 millions de dollars. Ils génèrent 60 millions par an. Si vous voulez vraiment vous intéresser un peu plus à AAV, voir comment ça fonctionne, la finance décentralisée de manière globale, je vous rappelle que j'ai ma formation Crypto Rendement qui vous apprend à comment utiliser la finance décentralisée pour générer des revenus passifs avec vos cryptos et faire fructifier vos cryptos comme un pro. Donc vous avez le lien dans la description. Ensuite, on va parler de FTX. FTX, ils viennent de conclure la vente de près de 30 millions de tokens Solana. Ça représente 1,9 milliard de dollars. Ils ont vendu ces tokens pour 64 dollars. 64 dollars, ça peut paraître faible parce que le cours du token actuellement de Solana, il est de 180 dollars. Donc ils ont vendu 3 fois moins cher par rapport au cours du token actuel. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que les tokens étaient bloqués. Ils étaient bloqués pendant environ 4 ans de mémoire. Il y a 20% qui devraient se débloquer l'année prochaine, etc. Et du coup, les liquidateurs de FTX voulaient récupérer le plus d'argent le plus tôt possible pour pouvoir rembourser les utilisateurs. Certains disent que c'est pas normal, que les liquidateurs auraient dû attendre et de récupérer plus de tokens pour rembourser tout le monde. Mais bon, de toute façon, je pense qu'ils ont suffisamment d'argent déjà pour rembourser tous les utilisateurs à la date, au prix des tokens à la date à laquelle FTX a fait faillite. Et tout ce reste, on va voir où ça va aller, mais ça fait quand même beaucoup d'argent. Il y a pas mal de fonds qui ont levé de l'argent pour acheter ces tokens, parce que la réduction est vraiment très intéressante. Imaginez, vous avez l'opportunité d'acheter du Solana aujourd'hui à 60 dollars en sachant que vous allez récupérer tout ça au cours de plusieurs années. Si vous êtes vraiment confiant dans Solana, c'est un très très bon investissement. Et malheureusement, c'est les utilisateurs de FTX qui n'auront pas cet argent parce que les lois de la faillite américaine font que, on l'a déjà dit, mais la distribution de l'argent, des tokens, elle est faite à la date de la faillite. En tout cas, la valeur des tokens est prise à la date de la faillite de la société. Ensuite, on a JP Morgan qui vient de faire une déclaration, je trouve très intéressante, où ils disent que eux, ils estiment que la SEC finira par approuver les ETF Spot Ether. Donc on devrait avoir une validation des ETF Spot Ether. Ils disent si ça n'arrive pas d'ici mai, alors on s'attend à ce qu'il y ait une bataille juridique qui commence d'ici mai, et ça après mai. Et ça, tout le monde est d'accord avec ça en disant que si la SEC valide pas, de toute façon, les diverses entités vont porter plainte contre la SEC et ils devraient gagner, comme Grayscale a gagné contre la SEC pour autoriser les ETF Spot Bitcoin. Donc bon, c'est intéressant parce que pour moi, je me dis que ça va finir par arriver. Ça ne sera pas en mai, peut-être. Les analystes, là, ils commencent à être de moins en moins optimistes. Pour mai, on parle de 25% de chance, selon Bloomberg, pour que ça soit validé d'ici mai. Mais sur le long terme, ça devrait arriver. D'ici peut-être fin 2024. 2025, on devrait avoir ces ETF Spot Ether. Et la question, est-ce que les institutionnels vont être au rendez-vous? Moi, je pense que oui. On parle quand même de
du deuxième actif crypto à l'échelle de tous les actifs crypto. 400 milliards de market cap. Le Bitcoin, oui, il est à 1,3 milliard de market cap. Mais il y a vraiment une possibilité pour que l'Ether prenne une part de marché au niveau des investisseurs institutionnels qui souhaitent investir sur les cryptos. Et pour finir, on a Coinbase qui a annoncé le listing de 2 tokens sur leur exchange international dédié aux institutionnels. Deux cryptos qui vont être qui sont en fait le BRC20 et le BRC20 Ordi, donc le token BRC20 Ordi et Worldcoin, qui vont être disponibles sur leur exchange international sur la partie future, donc les contrats futurs. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas eu l'autorisation en tout cas de les offrir de manière globale pour les particuliers, mais ils ont ouvert cet exchange pour les institutionnels, et ça est ouvert pour les institutionnels, et c'est une très bonne chose pour ces tokens. Je pense beaucoup plus pour Ordi que pour Worldcoin. Worldcoin, c'est quand même un token qui a beaucoup d'investisseurs déjà assez connus, qui a une market cap assez élevée, et Ordi, pour moi, c'est plus confidentiel. On en parle moins quand même. C'est un token qui a été créé suite... c'est lui qui a lancé le format ERC20 d'ailleurs, BRC20 sur le réseau Bitcoin. Et il y a eu toute une vague d'autres tokens similaires qui sont apparus sur le réseau Bitcoin. Et je pense que ça a donné un coup de boost à Ordi et à sa légitimité vis-à-vis des investisseurs institutionnels. On rappelle, si vous êtes intéressé aussi par tout ce qui est token sur le réseau Bitcoin, on devrait avoir avec le halving la nouvelle vague de tokens qui devrait arriver, les tokens, les runes. Ça devrait aussi générer pas mal d'intérêt pour les investisseurs, cette fois pas institutionnels, mais vraiment pour le grand public. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.